Bon, ben c'est ça. J'ai la COVID. Vous autres? Mais si on l'a, c'est à cause de toi, mais on ne le sait pas encore. Oui, vous allez peut-être la voir. Quoique non. Ben, enfin. Oui, oui. Comment vous vous sentez? Vous sentez-vous bien? Nous, on se sent bien. On est content Ah. de pouvoir écouter. Normalement, tu as une voix FM, mais là, tu as comme une voix d'animateur de radio de nuit avec un paquet de gitanes sans filtre à côté de lui. C'est mon rêve. C'était à ça que j'aspirais quand j'étais plus jeune. Coupe-ci la nuit. Ah, ça serait bon, ça. Ça serait bon. Ça serait bon, hein? Ah, c'est peut-être ça mon avenir. Ben. Qui sait, je dirais pas non. À la retraite, pas à la retraite, là, mais à un âge vénérable, quand les enfants seront partis. Parce que, ouais, là, c'est ça. C'est mon stress, là. Mon stress, c'est de ruiner mon Noël. En plus, j'avais pas pensé que je pourrais ruiner le vôtre. Mais là. Ben, honnêtement, selon les statistiques, on est plus dans le trouble que toi, parce que toi, tu devrais avoir terminé Ouais. pour Noël. Nous, on le saura cet après-midi ou demain. Non, mais bref, c'est pour ça qu'on a judicieusement pensé m'installer ailleurs. C'est ce qui explique, c'est ce qui va expliquer si vous nous regardez, c'est l'évidence. Hein? On n'est pas à la même place. Et si vous nous écoutez, peut-être un peu moins de... Parce que là, je m'entends pas, je vous vois pas. T'as moins une très belle. C'est différent. Pardon? Mais ta voix est très belle. Ma voix est belle. Non, mais ça, je suis content. C'est dommage que je puisse Une pas très belle moi-même... voix. Parce que vous savez, moi, la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour ça. C'est pour écouter le son de ma voix. C'est la seule affaire qui m'intéresse. Bon, fait que non, je suis content de savoir que vous allez bien. Non, puis je suis pas mal sûr que vous allez être correct. Puis bon, c'est gentil de vous en être inquiété, mais je me sens plutôt bien. Es-tu de bonne humeur? Est-ce que tu as le moral? Non, c'est ça. Je suis très, très contrarié de cette fin d'année 2023. C'est un peu la goutte là, sur les dernières semaines. Moi, j'ai des jeunes enfants, puis j'habite à Montréal. Mon support est intact aux gens qui font la grève, mais comment dire... Tu klaxonnes avec moins d'ardeur quand tu passes à côté d'eux autres? Non, c'est pas... Écoute, ça n'a pas tant rapport avec les personnes impliquées. Ça a rapport avec le fait que là, je sais plus ça fait combien... Je me rappelle pas la dernière fois qu'on a fait un lunch. Non. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas c'était quoi. Je suis à la même place que toi, Alex. Ouais, J'ai la même réalité. Mais je serais de bonne humeur si c'était pas de cette goutte-là. Ben, essuie-la avec ton mouchoir. Écoute. C'est une vraie goutte. Il y a de la goutte. OK, aujourd'hui, un voyage qui commence sur une bonne note. Hein, déjà l'optimisme qui est de retour. Un nouveau DJ à Ottawa. Et ça sent le championnat mondial junior. C'est tellement hockey, épisode 282. Avec vos deux journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH, j'ai nommé messieurs Marc-Antoine Godin et Alexandre Gascon. Salut les gars! Coucou. Bonjour, messieurs! Vous êtes mêlés, là. Je fais jamais ça en même temps. Vous ne saviez pas quoi faire. Ça nous en prend pas beaucoup, honnêtement, pour nous mêler, Alex, tu le sais, là. Visiblement. Je m'appelle Alexandre Coupard. On joue une game à 5. Quand je dis ça, offensivement, défensivement, avec la rondelle, sans la rondelle. Puis quand t'as 5 gars sur la même page, c'est beaucoup plus dur pour l'autre équipe. Puis je pense que c'est ça qu'on fait. Martin Saint-Louis, après la victoire du Canadien contre les Jets à Winnipeg, c'était lundi soir, c'est le point de départ de ce traditionnel voyage du temps des fêtes. Vous me corrigerez si je me trompe, mais ça avait bien commencé, il me semble aussi, l'année dernière, mais gardons ça pour un peu plus tard. Une victoire dans le premier match, c'était en Arizona. J'avais dit gardons ça pour plus tard, mais bon, c'est réglé. Il l'a pas dit, mais on n'était pas loin de la fameuse déclaration après la victoire contre les Golden Knights, où est-ce qu'il avait déclaré que l'équipe avait joué son meilleur match depuis qu'il était en poste. Là, je parle de Saint-Louis. Mais on était un peu dans cette ambiance-là, non? Oui, absolument. Je pense que Martin Saint-Louis est à la recherche de positifs puis de signes sur les performances de son équipe sur lesquelles il peut bâtir. Je ne sais pas si grammaticalement et au niveau syntaxique, la phrase que je viens de dire avait un quelconque sens. Ça n'a aucune importance. C'était des bons mots. Il y avait des bons mots. C'était des bons mots, d'accord. Ouais. Et puis, mais c'est ça. Je pense qu'il y a Martin Saint-Louis cherche du positif partout où il peut en trouver. Puis c'est tout à fait normal quand il regarde les performances d'une équipe qui atteint le niveau 500, ce stade-ci de la saison, et qui semble aussi trouver une certaine aire d'aller. Ça fait tellement longtemps qu'il parle de « on est une équipe à la recherche de constance ». C'est son leitmotiv depuis le début de la saison. Mais là, je pense qu'il
il tient quelque chose dans la mesure où, sans que ce soit des matchs parfaits, sans que ce soit des matchs où le Canadien domine, au moins, il y a une suite dans les idées. Quand l'équipe est sur la glace, d'un match à l'autre, on voit que les mêmes gestes positifs se répètent, que ce soit au niveau de l'échec avant, que ce soit au niveau du support, du fait d'être justement balancé sur la glace, de ne pas être trop soit dans un essaim ou toujours être en option l'un pour l'autre. Une variété de concepts que Martin Saint-Louis a instauré à ses joueurs. On sent que d'un match à l'autre, il y a un peu moins d'imprévisibilité, puis que ça commence à rentrer. Tu trouves pas que ça ressemble à ce que Dominique Ducharme prêchait, ça, ce que tu viens de décrire exactement? Oui. Toujours ça, avoir des surnoms un peu partout sur la glace, toujours s'offrir en option, proche du porteur, en soutien, tout ça, ça me fascine, mais c'est intéressant de noter qu'à peu de choses près, il y a certainement des différences, mais ça revient, alors qu'on a tellement, à l'époque, on a tellement cassé de sucre sur le dos de Dominique Ducharme, mais il y a des constantes ou il y a des ressemblances, disons. Mais souvent, c'est pas une question de stratégie autant que est-ce que la façon dont tu expliques, ce que le message porte. C'est ça. Est-ce que tu es assez bon vendeur? Puis sur ce que tu disais, c'est vrai, là, le Canadien commence à marquer des buts en début de rencontre. Je pense qu'ils n'ont jamais perdu l'avance quand ils mènent après 2 matchs. Effectivement, après 2 périodes, oui, c'est ça. Ils sont à 7 victoires en 7 matchs. C'est ça. Puis là, ils apprennent, on dirait, à jouer avec l'avance un peu. Ça été chaotique contre les Panthers de la Floride. Ça n'a pas été parfait face aux Jets hier, mais au moins, c'est des situations dans lesquelles ils se retrouvaient jamais en début de saison. Je pense qu'il avait donné le premier but 19 fois dans les 27 premiers matchs, là, si je me souviens bien. Je l'avais écrit dans un texte. Donc, il y a quand même un changement de narratif, pour employer un terme à la mode. Là. L'équipe ne se retrouve pas toujours dans les mêmes circonstances. En début de saison, on disait il arrachait des victoires contre les Jets en prolongation à Montréal, contre les Blue Jackets, des matchs qu'il aurait probablement dû perdre. Et Saint-Louis lui-même disait ça ne peut pas durer. C'était une équipe qui faisait assez bien quand elle était en retard, mais elle se battait toujours pour revenir dans le match. Là, on est moins là-dedans. Là. Ouais. Un petit peu plus en contrôle. Ouais. Donc, ne serait-ce que ça, c'est intéressant, effectivement. Mais Marc-Antoine, tu dis Saint-Louis essaie d'insister sur le positif. On disait, ou enfin, on pensait sensiblement la même chose il y a 2-3 semaines quand c'était pas facile de trouver du positif. C'est plus facile, là. Ben oui, alors c'est pour ça qu'il saute à pieds joints là-dessus. Il est pas, Martin Saint-Louis, c'est un gars qui, essentiellement, du moins dans la façon dont il s'exprime publiquement, veut toujours voir le verre à moitié plein. Alors, c'est très rare qu'il va déculotter un joueur sur la place publique ou qu'il va avoir des critiques, finalement, qui vont faire le tour des tribunes puis qu'il va dire « Oh, il a pointé quelqu'un du doigt ». Je pense que c'est... Il a souvent parlé du fait qu'un entraîneur avait juste un certain nombre de cartouches. Il se méfie de les utiliser trop souvent. Puis je pense que c'est très judicieux de sa part. Alors, là, il a enfin quelque chose à se mettre sous la dent, puis dire, OK, mais là, tout le travail qu'on fait au quotidien, à l'entraînement, non seulement on en voit les résultats rapidement, mais ce qu'on a travaillé auparavant, ça tient encore. Fait que c'est pas seulement de dire, ben là, la dernière notion en date, c'est celle qu'on voit, mais il y a... C'est comme à l'école. Alex, tu as souvent évoqué ça, mais on est dans une période de révision où, ben là, à la fin de l'étape, tu as plusieurs notions qui reviennent puis que tu mets ensemble. Ben là, en ce moment, dans les derniers matchs, on sent que c'est ça. Il y a plusieurs notions qui sont mises ensemble et qui font en sorte que, collectivement, le jeu est meilleur. C'est pas encore transcendant, mais les Jets à Winnipeg, c'est des adversaires qui sont coriaces, ils ne donnent pas beaucoup de buts. C'est un endroit qui est quand même assez intimidant où aller jouer, quoique le Canadien s'est senti relativement à son aise parce qu'il y avait beaucoup de fans du Canadien. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça. Et puis c'est une équipe qui est encore là. Tu fais partie de la crème de l'association Ouest. Donc, c'était pour entamer un voyage aussi long, il n'y aurait pas pu y avoir de meilleures prescriptions par le médecin que de... Oui. Puis, tu sais, là, ils se retrouvent, je ne sais pas si je vais dire dans la course aux séries, mais ils sont dans le tas, tu sais. Puis, c'est ça le but. Puis, le but, c'est de l'être le plus longtemps possible, puis d'avoir des matchs significatifs en février, puis peut-être même au mois de mars, comme le disait Gorton. Alors, il ne faudrait surtout pas que ça déraille dès maintenant, parce que très rapidement, on peut retomber dans les mêmes
j'ai juste le mot pattern, là, mais donc je vais l'employer. Correct. Les mêmes patterns que l'année dernière, là, où on tente de faire de l'enseignement, mais on sait bien que la chaîne a débarqué puis qu'il y a un certain nombre de gars qui ont décroché jusqu'à un certain point. Alors, tant que tu réussis à te maintenir, c'est toujours ça de prix, puis jusqu'à preuve du contraire, c'est ça le but, tu sais. Alors, le voyage va être crucial dans ce sens-là, parce que l'année dernière, une victoire, 6 défaites, ou un 5-1, je pense. C'est là que le bateau a pris l'eau, tu sais. Ouais. Je reviens à cette déclaration après la victoire du Canadien contre les... c'était même pas une victoire, hein, contre les Golden Knights. Non, c'était une défaite en prolongation. Ouais. Bon, où il y avait un niveau de satisfaction très élevé dans les commentaires de Saint-Louis. C'est quoi parce que ça ressemblait un peu à ça. C'est on sentait que Saint-Louis avait l'impression que finalement, et Marc-Antoine, tu y faisais référence, les divers enseignements étaient appliqués en même temps. Et on dirait que depuis, c'est un peu ça qui a manqué. C'est comme si certaines affaires qu'on voulait faire, donnez-moi 2 secondes. Il est malade, pauvre petit. Je suis envoyez vos messages d'appui sur les réseaux sociaux. C'est comme si tout ce qui était enseigné ou les différentes affaires, puis même Alex, là, tu faisais référence à des trucs que Dominique Ducharme enseignait lui-même, comme quoi il n'y a pas de recette miracle, mais que ça reste un peu toujours les mêmes approches. Ça reste, voilà. Et ça se joue où? Où est-ce que ça se joue? Normalement, où est-ce que ça va c'est sur la glace, je pense. Sur la glace. Si la chaîne a débarqué après Vegas, ou enfin, si du moins, alors qu'on pensait là, que ça avait été assimilé, suffisamment de choses avaient été assimilées pour partir là-dessus, c'est quoi la différence entre cette fois-là et cette fois-ci? C'est une bonne question, ça. La différence entre le match inspiré à Vegas et ce qui se passe présentement? La différence entre le niveau de cohésion qu'il y avait contre le match de Vegas et le niveau de cohésion qu'on a vu depuis, peut-être pas juste le match de lundi, mais depuis quelques matchs. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est pas nécessairement le fait que le Canadien ait été tout croche ou qu'il a été dominé par ses adversaires. C'est souvent que dans plusieurs matchs au courant du dernier mois, les choses allaient bien, puis c'est tiré dans le pied à un moment ou un autre de la rencontre, que ce soit, peu importe, ça a souvent été en deuxième période, mais c'est des erreurs non provoquées. Donc, je pense que ça, c'est des éléments qui sont contrôlables pour une équipe. C'est pas nécessairement le fait de dire, là, on est tellement tout croche qu'on se fait bouffer tout rond ou on manque de talent par rapport aux autres. C'est des affaires qui sont perfectibles. Alors, une fois que tu as nettoyé ça, là, tu n'as pas désappris ce que tu as appris à l'entraînement, mais tu fais juste le mettre en application avec un peu plus de constance. L'autre soir, face aux Islanders de New York, ils ont très, très bien joué pendant, je dirais, 56 minutes. Il y a peut-être les 4-5 premières minutes de la troisième où ils ont permis aux Islanders de se remettre dans le coup. Alors, tu es proche à ce moment-là d'un vrai bon 60 minutes. Hier, contre les Jets de Winnipeg, j'ai pas été pâmé par leur première période, mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils ont permis aux Jets de souvent tourner en zone offensive, puis même si eux-mêmes n'ont pas généré beaucoup d'attaques, les Jets sont quand même restés à l'extérieur de l'enclave en majorité. T'sais. Ils ont touché 2 poteaux. C'est sûr que c'est peut-être un élément qui a fait la différence dans le match. Mais pour le reste, le Canadien leur donnait pas énormément. Puis ça, c'est un trait qui est en train de se dessiner par rapport aux Canadiens, c'est que c'est un type de défensive qui ne plie, mais qui ne rompt pas. C'est bien dit. Mais contrairement à ce que je disais la semaine dernière, où je m'inquiétais un peu de la faculté de ces joueurs-là d'accumuler les enseignements ou de les intégrer, là, de Martin Saint-Louis, parce qu'on disait, on tente de réparer quelque chose, puis il y a une fuite ailleurs, puis est-ce que c'est vraiment possible de régler un aspect du jeu pour de bon et ne pas y revenir? Ça ne l'est pratiquement pas, mais on voit que tout ce qui a porté sur l'échec avant depuis 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus vraiment de lacunes à ce niveau-là. Là. Donc, ils ont effectivement, contrairement à ma crainte, jusqu'à présent, réussi à mettre bout à bout plusieurs des aspects sur lesquels Martin Saint-Louis les a fait travailler et ça amène plus de constance, justement. Des matchs beaucoup plus pleins que ce qu'on a vu. Puis quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, ça aide aussi. Ça aide aussi. Puis tu sais, Anderson, ça change tout. Là. Il avait dit lui-même, si j'avais été meilleur en début de saison, on aurait peut-être 2 ou 3 victoires de plus. Ouais. Ça se peut. C'est très possible parce qu'il a directement contribué
aux 2 dernières victoires de son équipe aussi. Alors, c'est des gars qu'il faut qu'ils se mettent en marche. Cela dit, les Canadiens, il n'y a aucune équipe qui a moins de victoires en temps réglementaire que celle-là à travers la Ligue nationale. Et il a un différentiel de moins 19, ce qui est le 2e pire dans l'Est, très près des Blue Jackets de Columbus. Et c'est ça, c'est un des pires dans la Ligue nationale aussi. Là, les Sharks et les Blackhawks et les Ducks qui sont pires. Mais bref, 2e dans l'Est, moins 19, là, même si tu as un match au-dessus de 500, là, c'est froid. C'est un petit peu... C'est pas mal le meilleur... C'est le meilleur signe qui persiste, nous disant que malgré sa montée, malgré sa progression, c'est une équipe qui participera pas aux séries. Exactement. Tu te remets pas de ça, là, d'un moins 19 en 31 matchs. C'est le meilleur rappel à la réalité. Oui. On peut se fier là-dessus pour pas capoter, même si le Canadien reste dans la course un certain temps. Hey, juste un mot sur Anderson. Je reviens là-dessus, puis je m'ennuie. Tu allais dire, il s'ennuie de Martin. Martin dit souvent, un marqueur de 20 buts, peu importe son début de saison, même s'il en marque 10 au mois d'octobre, il va finir avec 20 buts à la fin de l'année. Martin te dirait que c'est un vieil adage de recruteur, ça. C'est ce qui te répond tout le temps. Oui, exactement. Puis je l'ai ressorti cette saison quand ça allait mal pour Anderson. Puis bon, c'était difficile d'être enthousiaste, mais là, c'est absolument envisageable, non? Mais là, il faut qu'il en marque 16 en 50 matchs, 51 matchs. Il est capable. Il est capable. C'est possible. C'est possible. Il est parti, des fois, il est parti en peur. Ça lui est arrivé par les années passées. Puis c'est sûr que ça aurait une incidence sur l'issue de certains matchs s'il était pour partir en peur de cette manière-là. Même chose pour Cole Caulfield, qui à un moment donné, on peut présumer que son taux de conversion au lancer qui est anormalement bas pour lui, si jamais il remet ne serait-ce que dans la moyenne. Ça va vouloir dire des buts de plus, ça va vouloir dire des matchs, des victoires de plus. Donc, c'est pas... Le Canadien n'est pas à l'abri de ça. Mais en même temps... Pas à l'abri d'être bon, finalement. Le Canadien n'est pas à l'abri de marquer des buts. Non, mais je sais, il a le droit comme tout le monde. Mais, mais en même temps, c'est une équipe qui réussit, somme toute, à montrer des signes de progression malgré l'absence de Kirby Dach, qui était un joueur central pour lui, qui aurait été un joueur central pour lui cette année, malgré l'absence de Alex Newhook, qui, je pense, en a encore pour un 3-4 semaines facile. C'était 8-10, donc c'est plus que ça. C'est ça. Ouais, je pense la dernière fois que j'ai vu Raphaël Harvey-Pinard, il y avait encore une botte au pied, une botte protectrice. Fait que, tu sais, en partant, tu as trois réguliers qui sont pas là. Je compte pas Tanner Pearson, parce que moi, personnellement, ça n'est pas ma tasse de thé. Mais... Pearson, il n'y a plus Pearson. C'est bon, ça. Ouais. C'est bon, ça. Je vais te lancer des petits cailloux. Alors, c'est ça. Donc, il leur manque au moins un trio au complet de joueurs de qualité. Alors, et malgré tout, il y a cette cohésion-là qui se trouve. Puis c'est drôle parce que malgré c'est à cause de tous les blessés que les trios ont été concoctés de la manière qu'ils le sont présentement. Puis Martin Saint-Louis fait, écoute, c'est le fun. Ce que j'ai là, ça marche. Puis tu pourrais mettre, si jamais ils étaient en santé, Dach, Newhook et Raphaël Harvey-Pinard ensemble. Ça en ferait un autre trio, puis tu n'aurais pas besoin du quatrième qui ça serait peut-être le meilleur du Canadien. Oui, effectivement. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a comme un mélange des genres qui a lieu présentement sur chacun des 3 premiers trios qui fait en sorte que ça fonctionne. Jake Evans qui a été interpellé à jouer un rôle plus offensif, puis je pense que ça l'allume. Anderson change la composition de son trio beaucoup. Dernièrement... Monahan joue bien avec eux aussi, là, après un creux de vague. C'est un trio intéressant, ça. Oui. Ouais. Et puis, même Dvorak, je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Ouais. Dans ses standards, là. Oui, il y a une notion... c'est un peu moins beige, un petit peu plus ocre. Ça se colore. Glaise, une petite teinte glaise. Hier, pendant le match, je suis allé voir parce que, souvenez-vous, on disait quand Bergevin est allé le chercher pour pallier aux absences combinées, j'ai envie de dire, de Philippe Danault et Jesperi Kotkaniemi. Souvenez-vous, on entendait « c'est comme un Danault avec plus d'offensive ». Et je suis allé voir, j'avais cru comprendre que Dvorak avait déjà marqué 20 buts avec les Coyotes. Oui. Mais je suis allé voir hier. Mais en même temps, j'étais affaibli par la maladie. Ah, t'as raison, il ne l'a jamais fait. Non, il ne l'a jamais fait. Il en a marqué 17.
18 en 2019-2020, puis en 70 matchs, donc il y avait le temps. Et puis 17 en 56 lors de l'année de la pandémie, juste avant de se joindre avec le Canadien. Donc ça... Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il joue en deçà de ses standards offensifs depuis qu'il est avec le Canadien. Mais non, c'est ça son standard La offensif. grosse différence, c'est qu'avec les Coyotes de l'Arizona, il y avait beaucoup de temps en avantage numérique. Il faisait partie de la première unité d'avantage numérique, puis il marquait beaucoup de buts Il jouait dans la comme position bumper, de bumper. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Puis ça Par peut choc, être je préférais qu'on dise par choc. par choc. D'accord. Alors, étant au centre de l'enclave, il a marqué beaucoup de buts de cette position-là. Je m'attendais à ce quand il est arrivé avec le Canadien, à ce qu'on l'emploie dans cette position-là. Ça n'a pas été le cas. Même si à un certain moment, il est employé sur la première unité parce qu'il était considéré par Dominique Ducharme comme étant la meilleure option pour remporter des mises en jeu en début d'avantage numérique. Avantage numérique, oui. Mais finalement, ça ne s'est pas concrétisé. Mais à 5 contre 5, ça n'a jamais été un gros contributeur. Non. Contrairement à Dano qui en fait son pain et son beurre. Contrairement à qui, excuse-moi? À Dano, c'est parce que tu faisais la comparaison avec Dano, qui lui en fait son pain et son beurre de son jeu à 5 contre 5. Il était bon, lui. Non, lui. C'est une citation qui a mal vieilli, disons. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on vous a demandé, au retour du voyage du temps des fêtes, le Canadien sera, alors sur le book, Carl dit, toujours un peu plus bas au classement. Ah oui, pourquoi pas. Thomas dit, après les fêtes. Il y a toujours des petites réponses comme ça, là. Coquine. Évidentes. On aime ça. Oui, c'est ça, on aime ça. Je pense que c'est dans l'esprit, hein, dans notre esprit. Louis, toujours sur Facebook, amoché, comme d'habitude, toujours trop de blessés. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Sur le book, toujours, Yannou Landry sur une série de victoires. Nico dit au Centre Bell. Lou dit en retour progressif. Pardon. Jean-Guy dit en reconstruction pour encore quelques années. Ça, c'est toujours sur le Facebook. Avec un optimisme débordant. Ah oui, Ouais, c'est il y en fun. a qui disent en route pour la coupe. Là. Ben, je ne sais pas s'ils sont taquins ou sérieux. Sur Facebook, Daniel dit encore dans la course. Sur le Twitter, avec encore plus de blessés, ça c'est Martin. Et Pierre dit rejoint par le Buffalo, mais toujours devant le Ottawa. Et Alexandre Lamondon, toujours sur Twitter, une équipe transformée par la magie des fêtes. Oh, c'est pas beau, ça. C'est le fun, tu finisses par ça. c'est voulu, pardon. Alors, messieurs, vous en pensez quoi, vous autres, après le voyage du temps des fêtes? Le Canadien sera... Mais moi, je suis inquiet de la deuxième portion de ce voyage-là. Là. Caroline, Floride, t'aimes pas Dallas, là? J'ai l'impression que ça pourrait faire mal. Ah ouais, pourquoi? Plus que Minnesota, Winnipeg, ils ont bien commencé. Là, Minnesota, Chicago, c'est abordable, mais après ça... abordable, c'est joli. Mais j'ai l'impression que je dois dire, se maintiendra. Ça sera ma réponse. Pourquoi pas? Ça serait déjà très... Je pense que si le Canadien pouvait jouer pour 500 ou pas loin, ce serait pas pire. Oui, ça ressemble à ça. Je suis d'accord. Mais non, en Floride, par exemple, il y a tellement un historique épouvantable à chacun de ces arrêts en Floride entre Noël et le jour de l'an. Dallas dans mon aussi, texte que ça jamais à Dallas. Non. C'est dur à Dallas. Oui, mais Dallas, ils sont souvent arrêtés à Dallas juste avant Noël aussi. Tu sais, les fameux matchs du 23 décembre, il y en avait souvent à Dallas. Puis les gars étaient pressés de rentrer. Alors, c'est comme... Alex, tu fais bien de diviser le voyage en deux parce que ça pourrait très bien fonctionner avant Noël et déraper un peu après Noël. Mais on verra. J'entends les commentaires des gens par rapport à la quantité de blessés. C'est vrai que le Canadien est dû pour perdre un joueur ou deux de plus. Pas longtemps. Parce que la situation... la situation est au beau fait que ça fait... C'est tellement une équipe qui continue année après année à avoir beaucoup de joueurs match manqués. C'est ça. Pour l'instant, il y a Jordan Harris qui devrait faire un retour au jeu à quelque part à un moment donné durant ce voyage-là. Il a recommencé à patiner avec l'équipe. Il accompagne l'équipe en voyage. Mais du côté de l'attaque, il n'y a rien qui se dessine à l'horizon comme retour au jeu potentiel. Écoute, je vais faire amende honorable sur Dallas. Là, depuis les 9 derniers matchs, ils en ont gagné 4 quand même. Ah, quand même. Oui, 4-5. Bon. Pas de défaite en prolongation, mais c'est pas catastrophique. Okay. C'est pas du tout catastrophique. Ah, tu me fais penser, Marc-Antoine, sur Harris. D'accord, s'il est prêt, mais il va prendre la place de qui?
Écoute, C'est Jaden ça. Struble, hier, a tellement bien joué. C'est ça la question de comment ça se produit. C'est Ouais. formidable. Combien de temps il a joué hier? C'est Je sais Nicolas Ehlers qui a la rondelle. Il fait dos, au but de Jake Allen, mais il est proche de la ligne bleue. Puis Struble l'a tassé comme si c'était, je sais pas, une poupée de chiffon pour y enlever la rondelle. C'était vraiment un jeu. Oui, puis après ça, il a remonté la rondelle, il a fait tout le jeu en transition par lui-même, puis il est allé rejoindre Monahan et Evans. Ça a fait une descente à 4 contre 3. Super belle chance de marquer de Evans sur ce jeu-là. Mais tout ça, c'est tout le monde, les commentateurs à la télé en avaient pour la patience de Monahan, mais c'est tout Struble qui avait construit le jeu. Exactement. Puis j'aime beaucoup Jordan Harris. Puis enfin, l'adage dit qu'est-ce que tu as fait pour moi dernièrement? Mais cette séquence-là, j'ai pas vu Harris souvent avoir des séquences comme ça. Ben, il est moins physique là, quand même, mais il a une belle patience, un bon coup de patin, c'est un joueur intelligent. Mais tu sais, ça reste que, encore Struble hier, 13 minutes environ, 13 minutes en moyenne depuis qu'il est arrivé. Là, contre Ehlers, visiblement, il n'était pas protégé, mais Martin Saint-Louis fait bien attention à son utilisation depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. On peut le comprendre, là, c'est normal. Ouais. Mais Harris en était quand même rendu à une autre étape de sa carrière où il jouait en moyenne 19 minutes par rencontre. Il n'y avait pas nécessairement les assignations les plus faciles tout le temps. Donc, si tu pèses le pour et le contre, s'il plaçait Harris exactement dans le même rôle que Struble, peut-être qu'il brillerait davantage. Donc, l'utilisation, ça fait foi de tout dans la Ligue nationale. Hein. 6 minutes de plus en moyenne, vite comme ça me dit qu'il fait plus confiance pas mal à Harris qu'à Struble. Mais Jaden gagne des points à peu près à tous les matchs qu'il joue. À chaque match. Oui, absolument. Il y a un autre moment dans le match hier où il a volé la rondelle à un adversaire le long de la bande et puis la majorité de ses coéquipiers étaient du côté droit, du côté où il avait soutiré la rondelle à l'adversaire. Et puis, au lieu de simplement s'en débarrasser rapidement, il a fait une série de pas vers la gauche. Il a gardé la rondelle plusieurs secondes, puis il a laissé le jeu s'ouvrir pour pouvoir faire une passe du côté opposé, là, du côté faible, comme on dit, là où il y a finalement la voie est plus susceptible de s'ouvrir. Et puis, mais encore là, c'était juste une démonstration très simple de sang-froid, de qualité de patinage latéral aussi, mais le gars, il se met pas dans le trouble. T'sais, il y a eu un moment où il a raté un de ses dégagements, puis finalement, ça a été un revirement à la ligne bleue, mais de manière générale, je suis extrêmement surpris et agréablement surpris par la qualité de son jeu, parce que c'est un gars qui... On les touche, je pense. Oui. Ouais. Pour l'instant, il nous donne du jeu plus assuré, plus constant que ce qu'on a vu dans les dernières semaines, par exemple, de Jonathan Kovacevic. Mais ça n'empêchera pas, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alex, qu'au final, si quelqu'un doit écoper au retour de Harris, ça va être Struble, mais sauf que là, c'est juste que c'est pas grave. C'est pas grave s'il est renvoyé à Laval éventuellement, mais c'est juste, est-ce que tu as réussi à améliorer ton rang dans l'organigramme du Canadien? Puis à ce niveau-là, c'est mission accomplie, là, haut la main. Aucun doute. Il ne pourrait pas prendre la place de Kovacevic? Harris, écoute, si le Canadien voulait garder... Oui, il pourrait faire ça. Il pourrait faire ça, mais à ce moment-là, ça deviendrait un système d'alternance peut-être entre Harris, Kovacevic puis Struble. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal. C'est que c'est surtout pas nécessaire. Parce que tu veux... Je pense que Kovacevic avait besoin de jouer moins, puis il a comme atteint son principe de Peter au moment où il s'est retrouvé sur le premier duo puis qu'il jouait 21-22 minutes par match. Mais c'est quand même un défenseur de la Ligue nationale, puis un gars qui est capable de rendre de très bons services dans les missions défensives d'abord et avant tout. Ouais. Alors, je pense pas qu'ils doivent écoper parce qu'à court terme, tu as un jeune défenseur qui montre de belles choses. Struble, il s'en va nulle part. Là. Alors, les occasions vont s'ouvrir, vont se créer d'elles-mêmes. Puis, comme disait Marc Bergevin, forcez-nous à prendre les décisions. Forcez-nous. Ah, ça, pour avoir été forcé, Marc, il a été forcé souvent. Well, I think a lot of our issues in our team play are the strengths of Jacques Martin. Detailed, structured, organized, disciplined. So to me, in theory, he's the perfect fit for everything that we had been lacking in those areas. And so, he brings his voice and his experience to the middle of the bench, so that will resonate with our group. And then
I mean, as you know, it's a big job, and we have great coaches on staff, and bringing Alfie in and Jack Capuano with great experience as well, and also Ben Sexton, who will elevate his role in all this. So I think that Jacques has the proper support around him to be able to execute on his messaging and on his game plan. Le grand président des sénateurs d'Ottawa, M. Steve Staios, qui, si je paraphrase, là, dit que Jacques Martin va amener de la structure, que c'est un gars qui est organisé, qui a de la discipline, puis qu'avec le bon Daniel Alfredson, ça va faire un bon duo. Comment vous trouvez ça, la chronologie à Ottawa? Je sais qu'on en a déjà parlé. Ils n'avaient peut-être pas le choix de congédier ou de remercier Pierre Dorion quand ils ont perdu ce choix de première ronde là, pour la gestion de cette transaction d'Evgeny Dadonov. Même si, enfin, tout ça était, disons-le, particulier. C'est quand même de la grosse négligence. Oui, mais moi, je l'ai dit à ce moment-là, je ne peux pas croire que c'est le directeur général là, qui est en charge de la paperasse là, dans ces affaires-là. Parce que c'est de ça dont il s'agit, il me semble, enfin, vous me direz. Mais reste que là, je sais pas. Dale Talon a déjà perdu sa job avec les Blackhawks de Chicago pour des questions de paperasse aussi. Là, puis à un moment donné, c'est juste assure-toi d'avoir ta maison en ordre. Non, je ne dis pas que Dorion ne devait pas être congédié. Mais il y en a certains qui pensent que ça avait été aussi volontairement non dévoilé, disons. Ce qui ça serait d'autant pire, je pense. C'est encore drôle. Et si oui, ça vient pas du gars qui signe le papier là, ou qui imprime la feuille. Le gars qui imprime la feuille, c'est comme ça, c'est son titre d'ailleurs dans l'organigramme. Le gars qui imprime la feuille. Mais là où je veux en venir, c'est que malheureusement, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais là, on s'est tout croche. Là. Je trouve que ça part bien mal. La nouvelle, le nouveau leadership des sénateurs d'Ottawa, on est un peu parti tout croche. Puis entre nous, c'est la journée où ils ont décidé de congédier Pierre Dorion, ils auraient peut-être dû se mettre un peu plus âprement à la recherche d'un DG pour pas se retrouver dans la situation où ils sont là, c'est-à-dire d'avoir nommé un conseiller par intérim qui là va devenir entraîneur par intérim. Il me semble que on se traîne les pieds un peu, non? Oui, mais en même temps, regarde, c'est que s'ils avaient trouvé... Là, ils n'ont pas de directeur général, puis en principe, c'est le directeur général qui devrait nommer l'entraîneur-chef. Ça se peut que le directeur général, dans la façon, tu sais, dans le hockey, il semble y avoir, dans les 3-4 dernières années, je dirais, un mouvement qui s'en va dans la direction du baseball où tu as des présidents d'opérations, hockey ou opérations baseball, qui ont l'air d'être les nouveaux chefs. Et le directeur général, qui est plus un peu plus un exécutant. Donc, il y a différents... La façon dont chaque équipe utilise le titre de directeur général, je pense, est appelé à changer. Fait que peut-être que Staios va demeurer l'homme qui prend les décisions quotidiennes, puis il va y avoir un gars un peu plus junior autour de lui. Puis je pense que c'est pour ce genre d'équipe-là, par exemple, que Mathieu Darche pourrait se trouver une job de directeur général, par exemple. Ouais. Mais en attente d'un directeur général, si tu as besoin de congédier ton coach, je trouve ça tout à fait cohérent qu'ils aillent vers un gars qui est expérimenté, structuré, qui va amener à cette équipe-là à court terme un niveau d'assurance puis je reviens avec le mot cohésion parce que c'est ce qui me frappe, mais et de continuité dans la façon de jouer d'un match à l'autre parce que c'était DJ Smith, certains soirs, les sénateurs avaient l'air d'une équipe qui était des prétendants à la Coupe Stanley, puis après ça, à la 32e équipe de la Ligue nationale. D'un soir à l'autre, c'était difficile de les suivre. Mais alors, à court terme, je pense que Jacques Martin va apporter un peu plus de stabilité. Je ne le vois pas là dans un rôle à long terme. Mais là, ça va rester... Si jamais les sénateurs ne participent pas aux séries, puis je pense qu'ils se sont creusés un trop gros trou pour pouvoir espérer y participer, bien à la fin de la saison, tu prends ton temps pour trouver la meilleure personne possible dans le poste de DG, puis tu as une toute autre palette de candidats possibles pour un poste d'entraîneur-chef à temps plein. Alors, dans le fond, c'est juste d'amener de l'intérim, finir la saison avec Jacques Martin, s'assurer que l'équipe n'est pas complètement en perdition. On a mis fin au calvaire de DJ Smith, puis dans les deux positions, ben on va prendre le temps qu'il faut pour trouver la bonne personne.
Alors moi, ça ne m'apparaît pas, en termes de timeline, ça m'aurait frappé davantage s'ils avaient trouvé quelqu'un en disant « Nous, on a trouvé notre entraîneur-chef pour les 5 prochaines saisons. Exact. » Ça aurait été étrange. Ben, de trouver leur DG, il me semble, non? Ça aurait Ben, été il y a la rien- première chose à faire. Oui, mais encore rien. faut-il que le bon DG candidat. le DG soit disponible Exact. durant la saison. C'est là. ça. C'est pas facile là, durant la saison que les équipes vont dire ah oui, on laisse notre gars partir. Plus la saison avance, plus les équipes vont dire ben nous cette personne-là c'est un rouage au sein de notre administration. Attendez après l'année, la saison. Oui, c'est ça, je suis entièrement d'accord avec Marc-Antoine. Moi, je trouve au contraire que les choses sont faites dans l'ordre en ce moment-là. Ils font du nettoyage, ils prennent leur temps. Il n'y avait rien qui pressait parce que je pense qu'ils reconnaissent, comme tout le monde, que cette saison-là est malheureusement gâchée. Là, les probabilités de revenir dans le coup sont déjà extrêmement minces. Steos va emmener large dans cette équipe-là, ça paraît évident. DJ Smith était condamné. Peu importe, moi, cité Michel Therrien là-dessus. Peu importe à quel moment, c'est sûr qu'il ne revenait pas. Tu sais, en 5 saisons avec l'équipe, il y a un pourcentage de points de 464. Il a fini une fois au-dessus de 500 à peine. C'était l'année dernière. Il n'a jamais réussi à faire performer cette équipe-là au niveau de son talent. Là. Cette équipe n'a jamais été la somme des additions d'elle-même. Là. La somme de toutes ses parties. Exactement. Elle n'a jamais été la somme de toutes ses parties. Ça a été des beaux chiffres à gauche et à droite, mais on n'a jamais réussi à mettre ça ensemble. Alors, ça faisait un peu penser, quoique peut-être en moins pathétique, là, mais à la situation de Bruce Boudreau l'année dernière où tout le monde savait que c'était terminé, puis ça devenait un peu une commedia dell'arte. Là. C'était moins pire, parce que dans le cas de Boudreau, on savait qu'il y avait eu des entrevues alors qu'il était encore en poste, puis c'est ça. Puis il y avait une tension avec l'état-major. Dans ce cas-ci, je pense que tout le monde s'entend pour dire que DJ Smith, c'est un bon gars, fondamentalement. Oui, c'était c'est ça. juste plus le bon coach pour cette équipe-là. Exact. Mais puis c'était sûr qu'elle allait éventuellement perdre sa job. Alors, moi, je pense au contraire qu'Andlauer puis Steve Steos ont un plan précis, bien défini, puis je vois pas d'accro là, dans la façon de faire les choses pour le moment. Ils vont prendre leur temps. Comme Marc-Antoine le disait, encore faut-il que le bon candidat soit disponible présentement, là, si tu veux nommer ton directeur général. Et à mon avis, là, il y a rien qui Tu peux pas presse. tu peux pas demander, mettons, tu parlais de Mathieu Darche. Tu peux le demander, mais peut-être que ça va être refusé. Ou peut-être qu'eux, ils ont quelqu'un en tête qui, justement, en ce moment, n'est pas disponible aussi. Là. C'est ça, il ne faut pas croire que le carnet est grand ouvert puis ils disent, bon, on va mettre des noms. Là. C'est sûr qu'ils ont des favoris en tête. Alors, moi, je laisserais un peu la chance aux coureurs là-dessus. Là. Je trouve au contraire que, quand même, là, ils placent leurs affaires. Puis, il n'y a personne qui a été nommé trop rapidement, coincé avec un coach dont tu ne veux pas. Alors, c'est Non, correct. mais ça, c'est bien. C'est correct de passer à autre chose. Puis j'ai hâte de voir ce que Jacques Martin va être capable de faire avec ça, honnêtement. Je suis assez curieux de la chose. Tu sais, à 72 ans, Martin, on s'entend que... je serais extrêmement surpris là, qu'il postule en disant non, moi, je la veux, cette job de coach-là à temps plein. J'imagine qu'il va plus rester dans l'organisation comme grand sage. Et ça, c'est ce que fait de bien le nouveau propriétaire aussi. Là, ramène des gars qui ont eu une importance capitale pour cette ville-là, pour cette franchise-là, Alfredson et tout. Alors, Martin, c'est le gars parfait pour effectuer cette transition, j'ai l'impression. Puis je suis vraiment curieux de ce qu'il va être en mesure de soutirer. Ouais, on n'a pas vu ça. Un septuagénaire derrière le banc, ça fait un certain temps. Puis quoi, ça fait. Bonus a-tu 70 ans? A-t-il 70 ans? Il doit être pas loin. Pour vrai? Ah oui, je trouvais qu'il avait l'air bien. Je trouvais qu'il avait l'air tout jeune. Il est pas loin. Mais 68. 68, oui. Ouais, il en approche. 69 bientôt, ouais. Non, mais tu as raison de dire, Alex, ça va être intéressant de voir comment il va se débrouiller. C'est ça fait quoi, une dizaine d'années, peut-être, qui était coach du Canadien? Oui, 2011. Il a été congédié en 2011. 2011, c'est ça. Un peu plus, ouais. Remplacé par Randy Coneyworth. Exact. Alors, on verra s'il s'est mis à la page. Puis, il avait eu une grande influence sur la brigade défensive des Penguins de Pittsburgh qui a gagné ses 2 Coupes Stanley en 2016-2017. Il a roulé sa bosse depuis, là, c'est un vieux... Quand on dit vieux routier, là, je pense que ça s'applique assez bien à Jacques Martin. Bon, puis pour DJ, juste un dernier mot sur DJ. D'ailleurs, je regrette là, de ne pas avoir fait plus de jeux de mots avec ses initiales. Je pense que c'est une occasion perdue. Ça tient pourquoi, d'ailleurs? Bonne question. Écoute, tu as le temps d'investiguer. On veut savoir. D'ici la fin de l'épisode, on veut savoir DJ, ce sont les initiales de quel prénom?
Vous l'avez dit. Dennis Joseph. Ah, ben là, c'est venu trop vite. Excuse-moi. C'était un peu condamné à. Ça n'a jamais fonctionné. Puis, ça serait étonnant. Enfin, je pense pas qu'on va le revoir là, de sitôt. Ben, comme entraîneur-chef, peut-être pas, mais c'est un gars qui pourrait aisément. Tu sais, il était entouré de 2 autres adjoints qui ont déjà été entraîneurs-chef dans la Ligue nationale. Jack Capuano, qui a gardé son poste, et Davis Payne, qui, lui, l'a perdu. Je pense que J.J. Smith pourrait aisément retrouver un job d'entraîneur adjoint. Il l'a déjà été, puis je pense qu'il a une personnalité qui est très, très aimable, qui est populaire auprès des joueurs. Il va être un meilleur entraîneur à cause de l'expérience qu'il a eue à la tête des Sénateurs. Est-ce qu'il va avoir une seconde chance pour diriger une équipe? Ça, j'en suis pas certain. Ça me surprendrait. Mais... Il faudrait qu'il connaisse du succès dans ces fonctions-là, à quelque part, pour venir un peu équilibrer tout ça. Oui, mais Jacques Martin, Steve Staios a parlé du fait qu'il voulait apporter de la structure, il voulait apporter du détail. Il y a un souci du détail dans le travail de Jacques Martin. Je ne sais pas dans quelle mesure Jacques Martin a adapté ses philosophies, ses croyances au hockey de 2023-2024. C'est un gars qui valorisait énormément la défensive. Puis, est-ce que sa façon d'enseigner la défensive va tenir encore la route? Je comprends tout à fait, par exemple, l'idée d'aller du côté du souci des détails, parce qu'il y a énormément de talent brut chez les Sénateurs, mais c'est juste que ce groupe-là est tellement passé loin jusqu'à maintenant d'exploiter son plein potentiel. Ouais. Entre autres, il y a des joueurs qui ne sont pas allés au bout de leur potentiel. Il y a également des situations de blessure aussi à la ligne bleue. Ça a été très rare les moments où on a vu le top 4 cette année des Sénateurs jouer ensemble. Donc, avoir en même temps Chabot, Chychrun, Zub puis Sanderson. Ouais. Alors, tu as des blessés à gauche, à droite. Ça excuse pas tout. Mais sauf que Martin va pouvoir arriver là, peut-être installer des principes qui vont survivre à son départ. C'est-à-dire que même si une fois qu'il ne sera plus là, ces idées-là, les joueurs vont faire « Ah, OK, on comprend, puis on prend ces habitudes-là. » Puis chez les jeunes joueurs qui ont spontanément été allumés puis menés par leur propre talent offensif, peut-être que c'est des matières qui sont importantes à inculquer. Bien, on est à quelques jours maintenant du coup d'envoi du championnat mondial de hockey junior, tradition du temps des fêtes. Moi, je le confiais à la fin de l'enregistrement la semaine passée. Moi, je préfère toujours quand le championnat est en Europe parce que ça nous fait des matchs l'après-midi. Tu sais, pas le soir dans le temps des fêtes avec en plus la LNH qui est encore en action. Ça fait beaucoup. Là, c'est parfait. Ça se passe en Suède cette année. On va parler évidemment, juste un petit mot, on aura l'occasion d'y revenir quand le tournoi va commencer ou en fait quand on sera un peu plus près. Mais Alex, tu as parlé avec Owen Beck hier, qui est non seulement un espoir du Canadien, mais aussi qui sera le grand doyen, le grand sage de cette édition parce que vous vous souviendrez que Beck a joué quoi? Il a été rappelé pendant le tournoi, a joué quelques minutes par match. 13 minutes en tout et partout. Au total. Tout et partout. Il est allé sur 3 matchs? 3 matchs, oui. Quart de finale, demi-finale, finale. Et chose très, très inhabituelle, il est le seul joueur de l'équipe canadienne à être de retour cette année. Je me rappelle pas qu'il y en ait eu seulement qu'un. Et je me rappelle pas qu'en plus, celui-là n'était pas là. Pardon? C'est extrêmement rare. Je n'ai pas la statistique, là, mais c'est très, très rare. Non, exactement. Est-ce qu'on a... je comprends qu'il y avait plusieurs surdoués, Bédard, Fantilli, qui sont dans la Ligue nationale de hockey, mais comment ça, il n'y a personne d'autre qui revient? Est-ce qu'on a une piste d'explication? Il y avait beaucoup de 19 ans l'année dernière, et c'est vraiment une équipe... chargée, comme on va dire, de joueurs ce qui est normal, là. Mais généralement, tu as tout le temps 4-5 gars de 18 ans qui souvent sont disponibles la saison suivante. Puis là, on pense évidemment à Bédard et Fantilli, mais il y en a d'autres. Là, je peux retourner voir la formation complète de l'année dernière, mais reste qu'il n'y a que Beck et qui n'était pas supposé d'être là. Il avait été le dernier gars retranché au camp d'entraînement 2022 pour le Mondial 2023. Et puis, il a reçu un appel le 31 janvier. Là. En fait, son agent l'avait texté pour lui dire... je ne sais pas si tu regardes le match, mais il vient d'avoir un gars qui s'est blessé, Colton Dach.
frère de l'autre. Et puis, bois pas trop, là, parce qu'on ne sait jamais. Et pas, pas longtemps après. Et hier, Beck me disait, non, j'ai été très responsable. J'ai dit, évidemment, tu l'étais. Et pas longtemps après, donc, il sautait pas longtemps comme le lendemain, le 1er janvier, il sautait dans l'avion pour Halifax. C'était un petit peu moins loin. Alors, mais son premier match, 2 présences, 1 minute quelques. Il y a eu 11 présences dans le deuxième match, mais c'est la rencontre que le Canada a remporté 6-2 contre les Américains. Donc, ça devenait plus facile en deuxième, troisième période de donner du temps de glace. Et un autre 2 minutes en quelque chose comme 4-5 présences pendant la finale. Alors, c'est une expérience, disons, ténue. Mais malgré tout, ça fait de lui le doyen, le mentor. Tu le disais, il prend ce rôle-là très au sérieux. Il me disait, j'ai quand même compris en 19 présences étalées sur 3 matchs, j'ai quand même compris l'attention aux détails que requiert un tournoi comme celui-là. À chaque fois que tu sautes sur la glace. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux gars quand ils ont des questions. Et ils en ont beaucoup. C'est un peu ce qu'il me disait. Ouais. Alors, lui est là dans ce rôle-là, mais il n'y a pas une immense... On aurait pu s'attendre à ce que Owen Beck ait un rôle peut-être plus offensif. Il va falloir voir ce que le tournoi nous réserve. Ça se joue sur la glace, tu le disais, mais pour l'instant, il s'entraînait encore au sein d'un 4e trio. Là, il y a 19 ans, Beck a été rappelé l'année dernière. Aurait-il pu contribuer davantage? C'est pas clair, mais c'est dommage de voir qu'il n'y a pas une immense progression offensive jusqu'à présent parce qu'il y avait tellement... fait écarquiller les yeux de bien des gens, dont nous, je pense, à son premier camp d'entraînement avec le Canadien à l'automne 2022. Ça fait 1 an et demi, même pas. On trouvait qu'il y avait un pont lancé, qu'il n'avait pas froid aux yeux, qu'il est costaud, qu'il était capable de couper dans l'enclave, un assez bon sens du jeu et tout. Et puis là, dans la foulée de cet article que j'ai écrit hier, mais aussi quand je jasais avec des recruteurs dans les dernières semaines sur différents sujets, parfois le nom d'Owen Beck ressortait. Il n'y en a pas beaucoup qui sont impressionnés de sa progression, je dirais, jusqu'à présent. On m'a souvent mentionné un enjeu au niveau de la compréhension du jeu, donc de son hockey sense, de son intelligence, qui est quand même peut-être la qualité que Martin Saint-Louis valorise le plus. Donc, on pensait que c'était sa force, ou en fait une de ses forces. Oui, une de ses qualités. On m'a dit aussi que... Et là, ça, j'ai été surpris. On m'a parlé de manque de courage, parfois. C'est pas ce que j'avais vu. Moi, mais j'ai vu un match en finale de la Ligue de l'Ontario l'année dernière contre London. Il avait été excellent. Mais bon, on m'a parlé de manque de courage. Ça a été plus difficile à la Coupe Memorial. On a parlé d'une éthique de travail mi-figue, mi-raisin. Je me disais, ça perlipopette. C'est dur. Bon, ça en fait beaucoup. Alors, il ne faut pas prendre ça non plus pour de l'argent comptant. Ouais, des espèces sonnantes et trébuchantes. Il faudra voir. Mais il y a plus de drapeaux rouges que ce qu'on croyait. C'est vrai que son dernier camp avec le Canadien a été plus quelconque qu'il y a 1 an et quelques quand il avait surpris un peu tout le monde. Mais ce sera un rôle, somme toute, limité. Est-ce qu'il va être capable d'imiter ce que Joshua Roy a fait dans le mondial junior de la honte là, à Edmonton en plein été, en 2022. Il était parti, avait commencé le tournoi sur le 4e trio, avait fini avec Mason McTavish sur le premier, et puis 6 mois plus tard, il jouait avec Connor Bedard également, puis il avait été une pièce maîtresse de la conquête de l'or du Canada. C'est possible, mais c'est pas ce que les gens avec qui j'ai discuté voyaient dans leur carton. Il y a des recruteurs là-dedans. Il y a aussi un ancien entraîneur junior qui a eu quelques stages sur la scène internationale. Donc, voilà, c'est comme je le disais dans le titre. En fait, vous avez juste besoin de lire le titre, là. Pas le reste de l'article. Ça va être l'occasion de mesurer le chemin qu'Owen Beck a parcouru dans les derniers mois. Offensivement, dans la Ligue de l'Ontario, ça se maintient. Il y a 30 points en 25 matchs. L'année dernière, c'est 66 en 60. Je sais que c'est un aspect sur lequel le Canadien voulait qu'il travaille en espérant justement ne pas le mettre dans une boîte trop vite et espérer qu'il y ait une éclosion offensive, ce qui ne s'est pas encore matérialisé. Alors, que deviendra-tu Owen Beck, comme le dit souvent Martin? La question reste entière, mais j'ai vraiment hâte de voir quelle contribution il va être en mesure d'apporter dans ce tournoi-là. Et si il va être aussi capable de peut-être grimper les échelons un peu. Et quand je disais en fin de semaine, il s'entraînait au sein du 4e trio, ça, c'était avant l'annonce de l'arrivée de Mathieu Poitras, qui débarque des Bruins de Boston, qui est un joueur de centre lui aussi. Alors, quel rôle lui confiera-t-on? De prime abord, il sera marginal, je pense. Bon. Il y a, dans tous ceux à qui tu as parlé, il y a même quelqu'un qui a dit, il ne sait peut-être pas, mais c'est plus un Jake Evans.
Ben, c'est ça, sa cible. Ouais. Jake Evans. Si ça devient un Jake Evans, ce sera... Tu sais, Jake Evans, c'est un joueur de la Ligue nationale, là. Ben, son premier mandat chez les pros, je pense, ça va être de déloger Jake Evans. Les gens sont emballés. Ils s'imaginent que ce gars-là va devenir automatiquement un joueur de troisième trio. Et un bon, là, un gars qui va marquer 15 à 20 buts, mais ce ne sera pas ça. Je pense que ses performances offensives au camp d'entraînement l'année dernière, en fait, oui, c'est ça, il y a 2 ans, nous ont... peut-être que l'image nous projette quelque chose qui n'est pas tout à fait la réalité. C'est un gars qui, d'abord et avant tout, devrait être un gars fiable. C'est un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue de l'Ontario au cercle de mise en jeu. Je pense qu'il est 2e et autour de 63-64 d'efficacité. T'sais, c'est ce genre de mission-là qu'on va lui donner. Il ne sera pas... Il sera pas un boulet offensivement. Je pense qu'il va être capable de contribuer. Il y a des bons outils quand même à sa disposition. On dit, depuis le début de la saison, ça se maintient par rapport à la saison dernière, 30 points en 25 matchs, d'accord. Mais il a commencé la saison tellement lentement. Je pense qu'il y avait 1 point à ses 7 premiers matchs. Donc, ça veut dire qu'il y en a 29 à ses 18 derniers. Ben là, il y a 21 à ses 12 derniers, si on veut. C'est ça. C'est une bonne séquence, là. C'est une bonne séquence. Puis les Peets de Peterborough, c'est la pire équipe offensive de la Ligue de l'Ontario. Et alors, pour un gars qui se maintient, qui est ordinaire, ben il est quand même parvenu à se hisser au sommet des marqueurs de son équipe. C'est pas rien. T'sais. Alors, moi non plus, je ne m'attends pas à des miracles ou au fait qu'il va avoir un rôle de premier plan au sein de cette équipe-là. Mais sauf que si tu joues bien ton rôle au sein d'équipe Canada Junior, c'est aussi important que de faire beaucoup de points. Parce que c'est un tournoi où souvent des gars de 4e trio ressortent puis tu fais tiens, il y a... Ils sont... C'est une façon très canadienne là, de voir le hockey parce que c'est pas nécessairement toutes les équipes qui fonctionnent comme ça. Mais c'est vrai qu'au sein d'équipe Canada Junior, on valorise le groupe de 12 puis qu'on va avoir des rôles pour les 12 gars qui sont en uniforme. Puis à ce niveau-là, je pense que Beck... Puis en plus, si on lui donne le C de capitaine, ce qui est une possibilité... C'est une possibilité, mais je suis pas certain. Non, mais écoute, c'est sûr que s'ils sont nombreux à trouver que son engagement est mi-figue, mi-raisin, ça pourrait être problématique, mais on verra. C'est quand même quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est quelque chose qui est possible. Qui flotte. Une lettre, en tout cas. Là. Ouais. Il va falloir qu'il accepte ce rôle-là. Tu sais, si, mettons, il y avait le A au lieu du C, commence sur le 4e trio, tout ça, il devait pas voir les choses comme ça, tu sais. Alors, il faut que tu acceptes rapidement le rôle qu'on te confie dans un tournoi comme celui-là. Puis ça va être déterminant aussi pour la suite de sa carrière, parce qu'un joueur, un des plus grands défis d'un joueur pour avoir une bonne carrière chez les pros, c'est d'accepter qui on est. Puis de pas se prendre des vessies pour des lanternes puis dire mais là, moi, autrefois, ils étaient tous bons. Quand ils étaient dans les Pee-Wee, ils dominaient tous. La Ligue. Ils brûlaient tous la Ligue. Mais à un moment donné, à quel moment tu te détaches de ces rêves-là, que tu analyses ce qu'il y a autour de toi puis tu dis OK, ma vraie place, c'est là. Jake Evans l'a très, très bien compris. L'Arcellaire a pris du temps à comprendre ça. Oh là là! Ben, moi, j'ai excellent exemple. Que c'était ça sa place. Mais tu sais, Guy Carbonneau, à l'époque, c'était ça aussi, lui. Il faisait 160 points dans le junior. C'est ça. Il est arrivé dans la Ligue nationale, il a fait tiens, moi, c'est plus comme ça que je vais me distinguer. Et après coup, si t'es plus que ça, t'es plus que ce rôle-là dans lequel on te place à l'échelon supérieur parce qu'on se dit non, regarde, toi, ça va être ça. Si, ultimement, t'as plus à offrir, un gars comme Martin Saint-Louis va finir par le voir ou va te donner les chances. Et l'entraîneur à qui je parlais pour le texte disait les occasions finissent par se présenter. Même si tu acceptes ton rôle plus diminutif, disons, un jour, si tu es capable de plus, l'occasion va se présenter. Mais à un moment donné, ça se peut que tu sois confronté au fait que malheureusement, non, tu as atteint le sommet et là, il faut que tu l'acceptes. Et le plus tôt tu l'acceptes, le mieux c'est, je pense, pour la suite des choses. Reste qu'il a 19 ans. Ouais. On parle pas d'un produit fini. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est ça, il avait tellement fait écarquiller les yeux à ses débuts avec le Canadien qu'il y a beaucoup d'amateurs et même, je pense, d'analystes qui le voyaient pas mal dans leur soupe comme un gars, là, vraiment une valeur sûre, là, un blue chip, grand contributeur de l'équipe dans un avenir à moyen terme, par exemple. Et je dis pas que ce ne sera pas le cas, mais les drapeaux rouges que certains hommes de hockey ont agités dans ma face, ben, c'est quelque chose que je vais regarder dans ce mondial-là. Donc, ça peut être intéressant de surveiller sa compréhension du jeu, par exemple. Son intelligence à hockey, est-ce qu'il va être capable de la faire ressortir dans ce tournoi-là?
Et tu sais, Alex, que même si c'est pas tes évaluations à toi, c'est toi qui vas se faire planter pour ça sur les réseaux sociaux. Je sais, mais regarde. Tu le sais. Si jamais il connaît un mauvais tournoi, Alex, Ce sera de ma ça faute. va être ta faute. Ouais, puis s'il y a un bon tournoi, on va me dire regarde le piment qui disait qu'il serait C'est pourri. qui? C'est qui, ça? Regarde. Gascon. Canadien. C'est Canadien, perdant, OK. perdant. Bon, ben c'est ça qui est ça. Tu finis Il en reste- souvent tes épisodes comme ça, hein? C'est ça qui est ça. Je dis ça souvent, ben pour me Ouais. le dire, j'essaie de ne pas me répéter. Est-ce que je répète d'autres? Puisqu'on est là, c'est quoi mes autres béquilles? Je sais pas, je m'y attarde pas, je t'écoute pas beaucoup. À l'école de communication, Alexandre Coupal, vous apprendrez à vous répéter pour conclure vos épisodes. Choisir, c'est ça. Choix de béquille 101. Es-tu, Choix de moi j'ai une 102. question pour toi. Oui. Es-tu plus de bonne humeur? que tu Oui, l'étais, là? oui, assurément. Puis je savais que ça allait me faire du bien de venir vous voir, Ben oui. à la fois d'expurger un peu de mon énergie négative, d'accueillir de votre énergie positive, vos lumières. T'sais, pour des gars qui ne connaissaient pas ça, là, c'est quand même intéressant ce que vous dites. Non, ça m'a fait un grand bien. Alors, vous avez toute ma gratitude pour ça. Là, j'allais dire, il nous en reste combien avant Noël? Là, on est mardi. Vendredi. On fait Il nous reste vendredi. On a un spécial de Noël. On a un spécial Noël mardi. Puis c'est ça. Hein? C'est pas mal ça. Puis après ça, ce sera en 2024, nous voici. OK, Je pense qu'on dit Naël. C'est juste, La Noël. La Naël. La Noël, Ah, c'est ça. bon, je n'en savais rien. J'espère, si je teste négatif, là, est-ce que je peux venir en studio vendredi? Ah oui, regarde. Ah ben peut-être Marc-Antoine n'a pas l'air convaincu, on va s'en reparler. On Oui. s'en reparle. Comme verra. disait René Le Cavalier, on y reviendra. All right. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, mon cher. Grand plaisir. Alexandre Gascon, tu es l'autre. Tu es cet autre journaliste affecté. Je m'excuse, là. Des fois, t'es dans l'autre ordre. Affecté bien aux correct. affaires du Canadien et de la LNH. Merci infiniment, mon vieux. C'est un plaisir de te remonter le moral. Ça marche, et dis-toi que ça marche. Tu fais pas ça pour rien. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de cette émission. Un grand merci, Jack, en plus avec les prouesses techniques là, pour me faire sortir d'où est-ce que je suis. Merci infiniment, mon vieux. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon début de semaine, puis on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.